Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans les pions sur la table, bienvenue dans ce troisième marathon ludique, un marathon ludique assez tranquille, voilà, un week-end, 11 jeux, il y a beaucoup de petits jeux pour enfants, mais il y a aussi des gros jeux, vous allez voir, pour les adultes, ne vous inquiétez pas, il y a vraiment de tout. On va aller très vite sur certains jeux, je pense que ce sera une vidéo assez courte aujourd'hui. Configuration de jeu, donc mon épouse, mon beau-frère, et puis éventuellement les enfants, voilà, sur les petits jeux pour enfants. Donc on va démarrer tout de suite avec notamment le double, que normalement vous connaissez tous. Alors le double, moi si vous suivez un petit peu la chaîne, vous savez, les jeux de rapidité, j'aime pas ça, voilà. Alors j'aime bien pratiquer avec mes enfants, parce que c'est mes enfants, on rigole bien, et puis surtout parce que je peux les vaincre, voilà. C'est les seuls adversaires contre lesquels je peux gagner sur un jeu de rapidité. Mais voilà, non, sincèrement, après moi c'est pas vraiment mon style de jeu. Ceux qui ne connaissent pas le double, donc c'est des petites cartes rondes, et puis vous devez retrouver en fait des motifs identiques sur votre carte et sur la carte qui est située au centre de la table. Tout le monde autour de la table a forcément un motif à reconnaître sur la carte qui est située au centre. Il faut taper le plus vite sur la carte du centre. Voilà, donc ça casse pas trois pattes à un canard, mais bon, le double est un blockbuster très répandu, mais voilà, c'est pas du tout mon style de jeu. Alors rapide aux fruits, c'est un peu le même style, vous voyez, il y a la petite étiquette là, je remercie la ludothèque Armumu au passage qui m'a prêté quelques jeux, 3 jeux je crois, cette fois-ci pour pouvoir pratiquer ce week-end. Rapide aux fruits, alors c'est un jeu que connaissent bien mes enfants, là ça m'a été prêté, mais ils l'ont chez leur grand-mère, et donc c'est un petit peu le même principe que le double, c'est des animaux qui doivent retrouver en fait les fruits qu'ils veulent manger au centre de la table. Il y a des animaux par contre là qui ont des gants de boxe, donc quand vous avez le gant de boxe, vous ne pouvez pas taper au milieu. Voilà, tout simplement, donc il y a une petite subtilité en plus, mais en vrai voilà, je me suis pris une branlée monumentale par ma toute petite qui a juste 4 ans, voilà, qui connaît le jeu par cœur, et mais elle m'a mis minable, mais je crois que c'était un écart de 1 à 4, donc vraiment voilà, les enfants raffolent de ce jeu là. Alors ensuite, Diamoniac, alors là encore, Diamoniac, un jeu pour les enfants, alors très rose, vous voyez, très girly, j'allais dire. Diamoniac, c'est quoi? C'est un jeu de stop ou encore en fait pour les enfants. Là, on sort un petit peu du jeu de rapidité. Il faut construire son château devant soi, donc on va essayer de récupérer des cartes. Sauf que dans ce tas de cartes, bien entendu, il y a des pièges. Hein. Il n'y a pas que des pièces du château. Alors, il y a également des diamants pour pouvoir acheter les pièces du château qui atterrissent chez les adversaires, bien entendu. Mais il y a aussi des sorcières. Et quand vous tombez sur une sorcière, vous perdez 3 cartes, que ce soit des diamants, que ce soit des pièces de château, etc. Alors, bien entendu, on a des fées qui jouent le rôle de bouclier pour nous protéger et tout. Mais voilà, c'est du stop ou encore, ça marche super bien avec les enfants parce que il y a ce petit stress des sorcières et tout. Il y a quand même pas mal de sorcières dans le deck. Voilà, donc pour elles, ça marche super bien. Après, pour les parents, bien évidemment, vous ne passerez pas la soirée là-dessus. Alors, ensuite, The Mind, je vais passer là aussi rapidement dessus, tout simplement. Parce que j'en ai déjà parlé précédemment dans le dernier marathon. En plus, The Mind, c'est une expérience sociologique, psychologique, voilà, c'est bien plus qu'un jeu. Je vous conseille d'y jouer au moins une fois dans votre vie parce que c'est très bon. Donc, The Mind, le principe, en fait, c'est un jeu coopératif. Vous avez une centaine de cartes, il va falloir les défausser dans l'ordre croissant, voilà, sans jamais communiquer. Votre seul moyen de communication, ça va être le silence, l'attente. Donc, si vous n'y avez jamais joué, c'est vraiment intéressant à faire. Je vous conseille vraiment de le faire. Alors moi j'avais dit la dernière fois qu'on avait fait une super partie avec mon beau-frère. On était à une carte de gagner et donc on a enchaîné comme ça les cartes qui se suivaient, mais vraiment à l'unité près. Alors on a retenté cette fois-ci. Ça a été beaucoup moins brillant. Alors peut-être le fait que nous ayons un petit peu sifflé une bouteille de whisky à deux n'a pas forcément aidé, voilà. C'est très rare hein, que je boive dans ces proportions-là. Mais bon, voilà, mon beau-frère, il était dans un état, si vous voulez, où à partir du moment, moi je considère qu'à partir du moment où tu commences à dire que Claude François est bien meilleur que Charles Aznavour, qu'il a de meilleurs textes, etc., il est temps que la soirée se termine, voilà. Alors ensuite, Mad Trip, alors là, un jeu à la fois de rapidité et de mémoire. Donc, tout ce qu'il faut pour me déplaire, en fait, vous êtes perdu dans une forêt, il y a un loup-garou, je crois, qui doit vous repérer. Donc, le joueur d'en face, votre guide, va vous dire en fait au fur et à mesure que vous vous déplacez complètement à l'aveugle, si vous êtes sur le bon chemin ou pas. Si vous n'êtes pas sur le bon chemin, il va falloir tout redémarrer depuis le départ. Et puis de temps en temps, vous allez tomber sur des pièges, des obstacles, des toiles d'araignée, etc. Donc vous aurez une action physique à faire en plus du fait de vous déplacer. Et donc, ça peut être saisir un couteau, ça peut être saisir une trousse à pharmacie, ça peut être sauter, ça peut être tout un tas de choses. Voilà, donc ça veut dire que c'est à la fois de la mémoire, à la fois de la rapidité, parce qu'il y a un sablier,
votre pion même est un sablier. Vous avez 30 secondes, je crois, pour parcourir tout le chemin. Donc, bien entendu, vous allez avoir plusieurs tours de jeu, donc il va falloir se souvenir des endroits où il faut pas passer et tout ça. Et puis, bon, il y a un petit côté, effectivement, un peu party game, voilà, avec ses gestes, etc. Personnellement, voilà, c'est pas le genre de jeu qui m'attire énormément parce que voilà, jeu de rapidité, en plus jeu de mémoire à court terme, et moi j'aime pas ça. Voilà, je suis pas du tout calibré pour ce type de jeu-là. Moi, ça me met le cerveau en off direct. Donc Mad Trip, voilà, si vous aimez bien ce type de jeu de rapidité, bah écoutez, testez-le. Mais personnellement, c'est pas du tout ma tasse de thé. Alors ensuite, un party game pour les adultes, Codenames, c'est certainement l'un des meilleurs party games qui existent, vraiment. Codenames, c'est un principe mais tout à fait basique que vous auriez pu créer vous-même peut-être avec des petits bouts de papier. Mais voilà, c'est un jeu qui est super efficace. Il va falloir découvrir des mots avec simplement un seul mot, un indice, voire un chiffre derrière pour savoir combien de mots au centre de la table sont associés à votre indice. C'est redoutable. Codenames, on rigole énormément avec ce jeu. C'est d'ailleurs très compliqué de suivre la règle de jeu, c'est-à-dire celle qui stipule en fait qu'il ne faut pas communiquer autour de la table, etc. C'est très très compliqué parce que vraiment on a de quoi se fendre la margoulette avec Codenames quand on réalise la manière dont certaines personnes réfléchissent, la manière dont certaines personnes conçoivent leur environnement et la manière de penser. Codenames, c'est vraiment très très bon. Moi je le conseille à tout le monde. Vous voyez, tiens, je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Donc il y a un thème anecdotique qui est de retrouver en fait vos propres agents secrets, mais ça on s'en fout complètement. C'est vraiment un jeu, un party game, un jeu d'apéro typique. Et donc si vous vous trompez de mots, en fait, puisqu'il y a 25 mots au centre de la table, vous pouvez donner le point à l'adversaire, vous pouvez faire en sorte que votre tour se termine, ou pire, vous pouvez immédiatement perdre la partie. C'est un excellent jeu, vraiment à recommander. Vous devez absolument l'avoir pratiqué, vous devez absolument l'avoir dans votre ludothèque. Codenames, c'est vraiment un indispensable. Alors ensuite, Kids of London, alors là par contre je comprends pas l'intérêt de ce jeu sincèrement. Moi ça fait assez longtemps qu'on m'en parle de ce jeu, de part et d'autre, je comprends pas l'intérêt, sincèrement, je n'ai pas compris, ou alors il y a quelque chose qu'on n'a pas capté dans la règle, non mais non, parce qu'on l'a relu en plus plusieurs fois et tout. Kids of London, en fait, vous jouez des gamins des rues qui veulent détrousser les passants, voilà, c'est des pickpockets. Donc vous avez le passant au milieu, vous avez la somme qui va vous rapporter, et donc la personne qui va jouer autour de la table la carte de la plus forte valeur va détrousser le passant, donc va prendre les pièces. Et celui qui joue la carte de la plus faible valeur va juste prendre l'inscription, la valeur de sa carte en fait, voilà. Et tous ceux qui sont au milieu ne gagnent rien, et tous ceux qui sont à égalité ne gagnent rien. Donc en fait, vous savez quoi? Ça me fait l'effet, je sais pas si vous suivez un petit peu la chaîne, mais ça me fait l'effet d'un croc. Voilà, je vous avais parlé du jeu croc, dans lequel en fait les premiers tours se jouaient complètement au hasard. Et là c'est exactement ça, parce que vous avez aucune stratégie en fait, vous avez aucun moyen de savoir ce que vont jouer les autres autour de la table. Donc c'est juste un pari, voilà, c'est juste un pari, puisque vous allez parier en fait que les autres vont pas jouer la même carte que vous, tout simplement. Et puis après, les autres jeux ils vont se dérouler en mode automatique, c'est-à-dire qu'avec le peu de cartes qui restent, si vous les avez comptées un petit peu et tout, vous allez tenter de faire au mieux. Mais voilà, c'est un jeu incontrôlable, c'est un jeu qui pour moi n'a strictement aucun intérêt. Je sais pas ce que vous y trouvez à ce jeu-là. C'est vrai que j'en entends parler de temps à autre de Kids of London. Je comprends pas, voilà, et Kids of London, voilà. Après les illustrations sont plutôt sympas à l'intérieur, voilà. Bon, pas de quoi casser trois pattes à un canard non plus, mais bon, voilà, il y a des petites pièces et tout ça, mais je comprends pas Kids of London. Là pour le coup, testez-le si vous avez envie, mais sincèrement, je ne vois pas l'intérêt. Alors Hit the Road, là par contre, Hit the Road, vous avez du bon jeu. Alors c'est un jeu de zombies, ne vous fiez pas à la boîte fait un peu vintage, récup, etc. Elle est très classe, tout simplement parce que, alors vous pouvez aller voir la vidéo qui lui est dédiée sur cette chaîne, c'est un jeu dont le concept, voilà, est basé un petit peu sur le concept des found footage au cinéma, c'est-à-dire ces espèces de cassettes retrouvées dans lesquelles on va suivre des événements dramatiques qu'ont vécu les protagonistes. Et bien là, c'est le cas, c'est-à-dire qu'on va vivre à travers de ce jeu, voilà, qui a été inventé par un enfant après son road trip, voilà, sur la route de Zombieland, c'est-à-dire qu'il va essayer de nous faire revivre en fait les événements de l'apocalypse, quand le monde s'est écroulé et qu'il y avait des zombies partout. Donc c'est un jeu très malin, c'est un jeu de Martin Wallace quand même, on a
a reparlé d'un jeu de Martin Wallace dans le dernier marathon ludique d'ailleurs, c'était à propos de Londres. Ce mec fait vraiment d'excellents jeux, et donc en fait dans ce jeu c'est un jeu compétitif, vous avez des ressources qui vont vous manquer tout au long de la partie, ça va vraiment être, voilà, vous allez avoir une impression de pénurie permanente, donc vous allez jouer avec les munitions, avec l'essence, avec l'adrénaline, l'énergie, et donc il va vous falloir miser ces ressources aux enchères pour vous assurer les meilleures routes, hein, puisqu'il va y avoir 4 routes différentes, et donc en fonction de votre place sur la vente aux enchères, eh bien vous serez le premier, le deuxième, le troisième, peut-être le dernier à choisir la route à suivre. Donc il y a des routes avec plus ou moins de zombies bien évidemment, il y a des routes avec plus ou moins de ressources, il y a des routes avec plus ou moins de bonus, il y a des artefacts à récupérer, etc. etc. Il y a du combat, il y a de la baston avec une phase de tir à distance, après une phase de corps à corps, on peut esquiver le combat avec les bidons d'essence. C'est un jeu qui est très bon, moi je le conseille énormément, en plus au niveau du design, vraiment il assure, ça fait vraiment voilà jeu de récup avec des capsules de bouteilles pour jouer les munitions, pour jouer l'essence, etc. Les cartes de jeu sont de grosses références à des blockbusters du jeu de société moderne, à Seven Wonders, à Dixit, etc. etc. C'est un jeu où il y a plein de dilemmes, voilà, est-ce que je dépense des ressources pour m'assurer la première place ou est-ce qu'il vaut mieux que j'économise? C'est très important d'économiser dans ce jeu, parce que déjà il faut pouvoir survivre, mais en plus à la fin, eh bien on va comparer nos points et nos ressources, donc du coup il va falloir quand même avoir stocké un petit peu, ou en tout cas ne pas avoir trop dépensé. Les bonus de fin d'ailleurs rapportent énormément, je me suis fait avoir là l'autre soir, c'est vrai que j'ai pas assez économisé, et donc à la fin quand même il y a des trophées qui rapportent 3 points par marchandise où l'on est majoritaire, donc c'est quand même très important d'économiser. Voilà, c'est un très bon jeu Idiot, vraiment assez finalement plutôt méconnu je dirais pour ma part, et donc je vous le conseille fortement si vous ne le connaissez pas. Alors maintenant, Agricola. Alors Agricola, les fermiers de la lande, hein, c'est pas le Agricola de base, ça c'est une extension, je vous ai pas ressorti la boîte de base parce que vous connaissez Agricola par cœur maintenant sur cette chaîne. C'est un jeu, pour ceux qui connaissent pas, c'est un jeu sur les fermiers en Europe centrale après la Grande Peste, et donc il est très complet, on peut faire des enfants, on peut agrandir sa maison, etc. On peut faire pousser des trucs, élever du bétail, etc. Donc c'est un jeu de gestion ultra complet, c'est un must-have. Là c'est une extension que je n'avais jamais essayé. Donc les fermiers de la lande, ça apporte quoi? Alors ça apporte des meeple chevaux qu'il va falloir collectionner pour avoir des points, donc du bétail en plus. Ça apporte quelques petits tokens, je sais pas si vous avez vu dans ma vidéo sur Agricola, je disais ah il y a une église et tout ça, en fait c'est un caveau familial, voilà. Il y a soit des savoir-faire, soit des aménagements mineurs en plus, voilà. Et puis alors surtout il y a des tuiles en plus qui représentent soit des tourbières, soit des forêts, et donc dans les fermiers de la lande, il va falloir que vous déblayiez votre terrain avant même de pouvoir faire des champs, les moissonner ou poser des clôtures. Voilà, donc il va falloir faire de la place, donc ça rajoute une difficulté supplémentaire. Et alors autant ça apporte un nouveau challenge bienvenu, autant personnellement je trouve que ça gâche un peu le plaisir de jeu, parce que ben, c'est compliqué quoi. Déjà dans Agricola, il y a un petit peu de frustration parce que c'est à peine quand tu commences à toucher un petit peu à la prospérité qu'il faut s'arrêter. T'as vraiment l'impression qu'en fait ce jeu veut absolument pas que tu sois heureux. C'est vraiment, il faut que t'aies l'impression que c'est une agriculture de subsistance. Mais alors là, c'est d'autant plus vrai. C'est-à-dire qu'il faut vraiment voilà, déblayer le truc, et le temps que ça prend de faire tout ça, sincèrement, c'est hyper long, et donc du coup, il y aura pas beaucoup de pâturage, il y aura pas beaucoup de champs, c'est encore plus miséreux que le jeu Agricola de base, d'autant plus que ces actions-là de déblaiement, elles sont vraiment inaccessibles, c'est-à-dire que, enfin vraiment inaccessibles, très peu accessibles, parce que, en fait, c'est du recyclage de l'action famille que vous avez dans l'Agricola de base, et il y en a pas beaucoup, et elle arrive tard, et donc du coup, ça, vous commencez à le faire assez tard. Donc voilà, c'est un jeu, il est encore plus frustrant que le Agricola de base, où voilà, là tu te dis, ah putain, j'ai vraiment pas fait grand chose quoi au final, t'as vraiment pas l'impression d'avoir construit grand chose. Alors en plus de ça, oui, ça ajoute un élément dont je vous ai pas parlé, c'est qu'il faut chauffer la maison. En plus de nourrir les habitants et tout, il faut chauffer la maison maintenant, donc vous pouvez utiliser les tourbières pour ça, vous pouvez couper du bois, vous pouvez brûler votre bois et tout, donc comme vous avez en plus de la nourriture, le chauffage à gérer, du coup, ouais, c'est vraiment de la subsistance. Là, vous cherchez pas à prospérer, quoi. C'est vraiment, à chaque fin de tour, entre la nourriture et ça, c'est vraiment, allez, on gratte les bouts de tiroir pour essayer de survivre. Donc, ouais, si vous cherchez un jeu, voilà, où vous, vous voulez savoir ce que ça fait d'avoir froid à l'hiver et de ne pas manger, bah écoutez, rajoutez les fermiers de la lande dans Agricola, vous allez comprendre. Voilà, mais sinon, moi je trouve que ça gâche un petit peu quand même le plaisir de jeu. Je trouve pas que ce soit forcément essentiel. En plus de ça, les chevaux dedans, nous on en a utilisé tout simplement aucun, parce que je vous dis, on est trop occupé par justement survivre pour aller collectionner du bétail supplémentaire. Donc voilà. C'est une extension qui pour moi est largement dispensable. Alors ensuite, oula, alors là par contre,
Très bon jeu, 1775, la Révolution américaine, c'est un wargame, c'est un card-driven, un wargame, donc un jeu de guerre, un card-driven, donc dans lequel on va revivre les événements historiques qui se sont passés à ce moment-là, guidés donc par les cartes, et c'est très beau, regardez ça, regardez un petit peu cette illustration, vraiment c'est très bien foutu, on a une superbe carte à l'intérieur, là pour ceux, moi j'adore les vieilles cartes comme ça et tout, alors avec les colonies, et donc les colonies américaines qui se rebellent contre l'Angleterre, on va pouvoir jouer donc deux factions, vous l'aurez compris. D'un côté, les indépendantistes américains, et de l'autre côté, les britanniques et les loyalistes. Alors, en vrai, en fait, on va surtout jouer deux camps, composés de plusieurs factions. C'est-à-dire que on va avoir 3 factions par camp, en fait, ce qui permet de jouer à 2 joueurs de chaque côté. Là, pour le coup, on a un vrai wargame en équipe qui tient la route. D'habitude, les wargames en équipe, c'est bon, voilà, c'est pas très intéressant. En vérité, il vaut mieux jouer en 1 contre 1. Mais là, pourquoi pas? Je pense que là, le principe peut bien fonctionner à 2 contre 2. Alors, je l'ai pas testé dans cette configuration-là. Nous, on a fait 1 contre 1. Mais le jeu est intéressant. Il y a des mécaniques qui sont assez originales, je trouve. C'est pas un jeu très compliqué, dans le sens où il est facile à appréhender. Je trouve que les règles sont relativement simples. Il y a des mécaniques assez originales avec... Chaque faction dispose de ses propres dés, en fait, avec ses propres phases. Donc il y a des factions qui vont avoir plus de facilité à détruire les unités adverses. Il y en a d'autres qui vont fuir plus facilement. Il y en a d'autres qui vont avoir plus de facilité à manœuvrer. Il y a les Indiens sur le plateau de jeu qu'il va falloir aller recruter pour intégrer dans son armée, etc. C'est des factions neutres, voilà, qu'il va falloir intégrer à son armée. Il y a des factions qui vont jouer le rôle de renfort, comme par exemple les Français, qui vont venir vous aider au cours des événements. Hein. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est un card-driven, donc il y a certains événements de jeu qui vont intégrer des éléments nouveaux dans le jeu, comme par exemple les Français, comme par exemple les Allemands, qui vont venir aider l'un ou l'autre des camps quand les Français débarquent. C'est génial, voilà, ils arrivent en nombre, ils arrivent dans un port, et même s'il est occupé par les Anglais, ils s'en foutent, ils avancent, ils défouraillent tout, voilà. Donc c'est très bon, c'est un jeu qui me plaît énormément, par son principe, par son thème, par sa fluidité, par son dynamisme, vraiment, il est très très bon, donc moi je le conseille énormément. Alors c'est un jeu qui fait partie de la collection Birth of America, que Asynchron est en train d'éditer en France, et donc je pense que si les autres jeux sont de ce niveau-là, vraiment ça vaut le coup d'y jeter un œil également. Et puis je sais qu'Asynchron est aussi sur 878, l'âge des Vikings, je crois, sur les invasions vikings en Angleterre, qui est également un card-driven, également, je crois, un wargame. Donc, ça vaut le coup de s'y intéresser, à mon avis, à tous ces titres-là. Voilà, s'ils sont de la même qualité que 1775, en tout cas, je pense que ça vaut vraiment le coup. Alors, dernier jeu de la pile, et pas des moindres, il est énorme, il est bien rempli. Il s'agit des Demeures de l'épouvante. Alors, les Demeures de l'épouvante, V2, hein, c'est pas la V1, celui-là, donc c'est celui qui est basé sur une application. Alors, de base, j'étais pas chaud pour jouer sur les Demeures de l'épouvante guidé par un applicatif, mais force est de constater que c'est beaucoup plus simple en termes de mise en place. Moi, les Demeures de l'épouvante V1, c'est une horreur à mettre en place. Il y a beaucoup trop de choses. Pour le MJ, c'est la galère. Là, il n'y a même pas de MJ en fait. Tout le monde va pouvoir jouer contre le jeu. Et donc, vous suivez l'appli. Alors, il nécessite quand même, attention, hein, c'est pas un party game, il nécessite quand même de lire un petit peu les règles avant, de même lire un petit peu le lexique avant, parce que il y a plein de choses qui sont pas expliquées dans l'application. En fait, il n'y a pas vraiment de tutoriel à proprement parler dans ce jeu. Donc, quand même, jetez un coup d'œil, ou si vous jetez pas un coup d'œil, vous faites comme nous, c'est-à-dire que vous lancez l'appli et puis au fur et à mesure vous lisez un petit peu les trucs. Voilà, si vous avez pas peur que ça casse un petit peu le rythme de jeu. Mais putain, il est excellent ce jeu, il m'obsède. J'y pense la nuit, c'est vraiment incroyable. C'est un jeu dans lequel, alors du coup, effectivement, il va y avoir de l'action, un petit peu comme dans un Cthulhu Death May Die, c'est-à-dire que oui, il va falloir défourailler du monstre. Mais c'est absolument pas du même calibre que Cthulhu Death May Die, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de phases ici d'enquête, de réflexion, de découverte, d'ambiance. Voilà, on pénètre dans la demeure, dans le manoir, et puis vraiment, voilà, l'idée c'est d'avoir une ambiance horrifique, d'avoir une ambiance d'épouvante. C'est pas d'avancer et défourailler tout ce qui passe comme dans Cthulhu Death May Die. J'adore Cthulhu Death May Die, hein, mais ce que je vous disais, c'est que l'ambiance du coup est un petit peu particulière. Voilà, dans Cthulhu Death May Die, c'est vraiment du bourrinage à fond la caisse, et on perd un petit peu cette fameuse ambiance d'enquête, de recherche, d'investigation à la Lovecraft, avec ce climat pesant dans lequel on sait pas ce qu'on va découvrir derrière la porte et tout. Il y a un petit côté Resident Evil dans les Demeures de l'épouvante. T'ouvres une porte, tu sais pas sur quoi tu vas tomber. Et puis le jeu est bien foutu. Franchement, l'applicatif est super bien utilisé. Les musiques, les sons, le côté narratif, les phases de combat
sont vraiment géniales, c'est-à-dire que ça va pas se passer forcément de la même manière à chaque fois, on va pas forcément utiliser sa force pour tout le combat, il va y avoir de l'agilité parce que le monstre va réagir de manière différente, de l'observation pour voir un petit peu le comportement du monstre. On va utiliser tout un tas de trucs, bien entendu. Alors, il y a des figurines, bien entendu, à l'intérieur, vous les voyez là, voilà, puisque, bon, c'est un jeu de figurines, voilà. Vous voyez, au fond, là-haut, c'est pas Cthulhu, c'est une larve stellaire, hein, donc c'est un mini Cthulhu, voilà, mais qui est plutôt bien fait. Après, dans l'ensemble, effectivement, les figurines, ici, sont de moindre qualité par rapport à un Cthulhu Death May Die. Après, c'est un jeu qui coûte environ 30 € de moins, qui est déjà cher à la base, hein, puisque c'est 90 €, les demeures de l'épouvante. Les tuiles de jeu sont magnifiques, vraiment, on a vraiment l'impression d'être dans une œuvre de Lovecraft, hein, avec les petites pièces, les grands halls d'accueil. Il y a quelques tuiles extérieures, il n'y en a pas beaucoup, voilà, vous serez déçus si vous vouliez vous balader dans la lande ou vous balader dans les forêts, mais voilà, c'est les demeures, hein, de l'épouvante, hein, donc forcément, c'est un milieu assez fermé, voilà, c'est un jeu qui est fort en adrénaline, vraiment, moi je vous dis, hein, il me hante la nuit, vraiment, il y a des moments où je me dis, waouh, là, si tu veux, là, on touche quasi à la perfection de ce qui peut exister en termes de jeu de plateau, voilà, en termes narratifs, en termes de mécanique, en termes de façon de porter comme ça un univers sur un tel matériau. Donc vraiment, moi, les demeures de l'épouvante, je suis conquis, même plus que conquis. Il y a un système de points de santé mentale, points de santé physique, un petit peu à la X-Wing, dans le sens où en fait les dégâts que l'on va prendre vont dépendre un petit peu des cartes que l'on va piocher lorsque l'on va récupérer ces dégâts, c'est-à-dire qu'il va y avoir des blessures plus ou moins grosses en fait, on sait jamais vraiment trop sur quoi on va tomber. Si on prend une blessure au crâne, ben ça va être beaucoup plus violent que si on prend une petite égratignure au mollet, évidemment, voilà. Et puis bien entendu, c'est du Lovecraft, donc on va pouvoir devenir fou, etc., etc. Il y a tout un tas de... il y a beaucoup de matériel à l'intérieur, mais voilà, c'est très intuitif, si vous êtes bien organisé, si vous faites vos petites pochettes et tout, ça s'installe vraiment en 2-2, et il est très logique dans son déroulé et tout ça. Alors, il y a des gens qui trouvent que l'application est trop invasive dans les demeures de l'épouvante. Après, je pense que c'est une remarque qui se fait à peu près tous les jeux qui utilisent des applicatifs en réalité. Personnellement, j'ai pas trouvé ça très invasif, tout simplement parce que, ben, comme dans un Unlock, comme dans un Chronicles of Crime, je me suis accaparé en fait l'application, il y a une personne, voilà, il suffit qu'une personne s'accapare l'application et gère le truc, et puis voilà, vous le mettez pas au milieu de la table, c'est pas ça qu'il faut regarder dans un jeu de plateau. Ce qui est intéressant, c'est les tuiles, c'est les figurines, c'est là que se passe l'action, hein, c'est pas sur l'application. L'application elle est juste là pour vous aider, pour à la limite vous proposer de nouvelles maps aléatoires. J'ai vu que c'était ça dans les demeures de l'épouvante, j'ai fait le test, voilà, on a des maps effectivement qui sont générées aléatoirement. Après je pense que les enquêtes par contre ne changent pas, mais voilà, c'est ça le rôle de l'application, et c'est tout. Après sincèrement, voilà, il faut pas mettre ça autour de la table, c'est sûr. Nous on joue avec un portable, avec une tablette, et puis voilà, l'application c'est juste du matériel de jeu, hein, c'est pas un jeu vidéo les demeures de l'épouvante, on est bien d'accord. Petite remarque par rapport à ces applicatifs, bien entendu, on ne sait pas ce que ça fera. Est-ce que l'entreprise va rester en vie? Est-ce que un jour le monde va pas s'écrouler et donc du coup on pourra plus jouer aux demeures de l'épouvante? Je pense que si le monde s'écroule, on aura d'autres soucis que ça. Mais c'est vrai, c'est une vraie questionnement, et moi ça m'angoisse un petit peu ça, hein, je vous le cache pas, hein. C'est vrai que ça serait dommage de pas pouvoir rejouer à ça si y a plus accès au serveur, s'il y a plus accès à l'application, si elle est plus maintenue. Mais bon voilà, pour l'instant en tout cas je ne boude pas mon plaisir en tout cas avec ça. Il y a que 5 scénarios à l'intérieur, ce qui veut dire qu'il va falloir acheter des scénarios supplémentaires en version numérique. Je suis pas sûr qu'ils soient si chers que ça, donc pourquoi pas. Après par contre les extensions physiques des demeures à l'épouvante, mais c'est une 50aine d'euros à chaque fois. Alors bien entendu c'est presque un jeu, hein, parce que ça vous rajoute des figurines, ça vous rajoute des tuiles, ça vous rajoute des scénarios, ça vous rajoute tout un tas de trucs, des cartes et tout ça. Donc c'est pas non plus du méga foutage de gueule, mais putain, 50 € par extension, t'imagines, déjà t'as un jeu qui coûte 90 €, mais à la fin ton jeu il coûte le prix d'une bagnole quoi. Donc voilà, peut-être pas exagérer non plus les gars. Voilà, c'est déjà la fin de ce tout petit marathon ludique d'à peine 11 jeux. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura donné plein d'idées de nouveaux jeux à pratiquer, que ça vous aura aiguillé sur le choix éventuellement des jeux à pratiquer quand vous allez dans un magasin, quand vous allez emprunter un jeu dans une ludo. Et en attendant de nous retrouver pour une prochaine vidéo, je vous dis à bientôt, et n'oubliez pas entre temps de mettre les pions sur la table.